Bonsoir, duel sur la 5. Cette fois, cela ne se passe pas dans un studio, mais dans les bureaux feutrés du CSA. Les acteurs sont les salariés de la chaîne d'un côté, les dirigeants de l'autre, et le duel est serré. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a reçu les deux parties aujourd'hui, deux entretiens décisifs pour la chaîne. Alain Chabot, Jean-Jacques Ledeuil. L'ancien logo de la 5, fièrement arboré par le personnel de la chaîne, venu nombreux devant le CSA. Manière de montrer toute la défiance des salariés envers leur direction actuelle. C'est clair que tous les personnels aujourd'hui licenciés, ou en passe de l'être, vont avoir beaucoup de mal à retrouver un emploi, c'est clair ça. L'audition de Jean-Luc Lagardère, le patron d'Hachette, et d'Yves Sabouret, le PDG de la 5, par les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel, durera plus de 2h30. En début de soirée, la direction de la chaîne, venue exposer au CSA son plan de restructuration, faisait enfin son apparition. Jean-Luc Lagardère n'excluait aucune hypothèse, même la pire. Le problème pour la 5, c'est soit elle continue avec des effectifs réduits, soit elle s'arrête. Nous pouvons quand même, je l'espère, recaser au maximum dans le groupe et dans l'ensemble de mon groupe ceux qui ne pourront continuer leur travail. Ce matin, le CSA avait entendu les représentants du personnel de la chaîne. Un personnel qui espère encore que les décisions du CSA obligeront la direction de la 5 à conserver un maximum d'effectifs. Nous nous sommes bornés à rappeler devant le CSA, comme nous le faisons depuis le début de cette crise, que le groupe Hachette avait pris un certain nombre d'engagements il y a un an devant ce même CSA, des engagements précis, publics, chiffrés, en matière de programmation, en matière d'information. Et nous tenons, nous, personnel de la 5, à ce que ces engagements soient tenus dans les mois et dans les années à venir, si la 5 doit durer. Ce soir, le travail a repris sur la 5. Il y aura un journal à 20h, mais le cœur, semble-t-il, n'y est plus. Et dès ce matin, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a confirmé son attachement au strict respect des engagements pris il y a un an par Hachette. Fin de citation. Le CSA qui a maintenant plusieurs possibilités. Elles vont du retrait total de la concession au groupe Hachette à des aménagements du cahier des charges. Explication de Laurence Mobilier. Ce sera une chaîne généraliste pour le plus grand nombre. Ce sera une chaîne de qualité, haut de gamme, toujours pour le plus grand nombre. La nouvelle 5 allait naître, la troisième en 5 ans. Une télé de rêve à la fois populaire, culturelle et éducative. Jean-Luc Lagardère prenait des engagements ambitieux devant le CSA. En matière d'information, 4 journaux quotidiens et 2 magazines hebdomadaires. Pour les programmes, l'affectation d'un budget de 990 millions de francs en 91 et plus les années suivantes. Alors aujourd'hui, le plan social annoncé est-il compatible avec ses obligations? C'est bien le problème que doit trancher le CSA. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui peut décider purement et simplement de retirer la concession au groupe Hachette au terme d'une longue procédure. Ou demander aux dirigeants de respecter coûte que coûte les engagements souscrits en octobre 90. Le groupe Hachette devrait alors revoir sa copie, ce qui pourrait signifier de revenir sur les licenciements massifs annoncés. Une autre solution, le CSA choisit d'alléger le cahier des charges de la 5. Mais dans ce cas, les sages risquent de se mettre à dos les autres chaînes privées, assujetties elles aussi à des règles très strictes. Un dernier élément est à prendre en compte, les intentions du groupe Hachette sévèrement endetté, qui pourrait peut-être trouver de nouveaux actionnaires pour l'aider à poursuivre. À court terme, l'affaire Georges Boudarel doit-elle être enterrée? La justice a répondu oui, en invoquant la loi d'amnistie. C'était ce matin à la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris. Mais ce n'est pas fini. Les anciens prisonniers du camp 113 ont en effet répondu non. Ils vont tous porter plainte pour crime contre l'humanité. Rappel des faits, Clément Veyrenal.
L'affaire Boudarel éclate il y a un peu moins d'un an, en février dernier, quand des anciens prisonniers français des camps Viet Minh révèlent le passé d'un honorable professeur d'histoire à la faculté parisienne de Jussieu. En 1950, Georges Boudarel, alors professeur à Saigon, était passé à l'ennemi, du côté du Viet Minh. Pendant 4 ans, Georges Boudarel avait été commissaire politique adjoint du camp 113, l'un des nombreux camps Viet Minh où moururent plus de 25 000 soldats français. En septembre dernier, le juge d'instruction, Lucie Lehoux, chargée du dossier, décide, contre l'avis du parquet, d'instruire la plainte de plusieurs rescapés du camp 113 pour crimes contre l'humanité. Les anciens du camp imputent à Georges Boudarel la responsabilité de la mort de plusieurs de leurs camarades de détention. Ce matin, la chambre d'accusation désavoue le juge d'instruction et donne raison au parquet. Les faits reprochés à Georges Boudarel seraient amnistiés. Mais pour les parties civiles qui contestent cette décision, le crime contre l'humanité reste imprescriptible. J'ai fait un pourvoi devant la Cour de cassation. J'attends désormais de la Cour de cassation qu'elle nous dise s'il y a ou non deux conceptions du crime contre l'humanité, celle que l'on réprime, l'affaire Barbie, et celle qui n'a que des conséquences morales, et ce serait l'affaire Boudarel. Je ne le crois pas. La Cour de cassation avait déjà tranché en 1988 dans l'affaire Barbie. Nous attendons d'elle qu'elle confirme sa jurisprudence. Après la décision de la chambre d'accusation, les anciennes victimes de Georges Boudarel cherchent aujourd'hui à éviter l'enterrement du dossier. Plusieurs anciens du camp 113, parmi la quarantaine de survivants et qui étaient restés jusqu'à présent en dehors du dossier, pourraient déposer de nouvelles plaintes dans les tout prochains jours. Toujours au tribunal de Paris, mais en assise, dernière journée du procès de Jean-Thierry Mathurin. Le procureur a requis la perpétuité assortie d'une peine incompressible de 18 ans contre le complice de Thierry Paulin. Il est inculpé pour l'assassinat de 8 vieilles dames en 84 à Paris. Les jurés rendront leur verdict dans la soirée. Verdict difficile, car si l'on jugeait Mathurin, on a constamment parlé de Thierry Paulin. Compte rendu d'audience, Albert Ripamonti. Maître Michel Arnold a beau connaître le dossier Mathurin sur le bout des doigts, elle sait déjà que défendre un tueur présumé de vieilles dames relève de la mission impossible. Mathurin en a lui aussi conscience, et ce sourire, cette sérénité du premier jour a volé en éclats. Prostré, tête baissée, il a sangloté tout l'après-midi en écoutant le réquisitoire. L'ombre de Paulin plane sur ce procès, lance l'avocat général Bilger. Paulin, mort du sida en prison, Paulin, le pervers absolu, Mathurin, le pervers relatif. Et l'avocat général invite les jurés à faire la différence entre celui qui donnait les instructions, Paulin, et celui qui les exécutait, Mathurin. Mathurin, envoûté, possédé par Paulin, une vision trop manichéenne pour l'avocat général. Car Mathurin n'est pas qu'un observateur passif, mais bel et bien le co-auteur de 8 assassinats de vieilles dames et d'actes de torture. Mais pour lui laisser une chance, et parce qu'il le croit capable de rédemption, l'avocat général requiert la perpétuité assortie d'une mesure de sûreté de 18 ans. Les jurés peuvent aller jusqu'à 30, ils en délibèrent en ce moment même. Verdict ce soir. La justice israélienne a-t-elle commis l'une des plus graves erreurs judiciaires de l'histoire? En 1988, elle condamnait à mort Ivan Demjanjuk, reconnu coupable d'avoir déporté des milliers de juifs à Treblinka. 4 ans après, elle se demande si Demjanjuk est vraiment Ivan le Terrible. Il y aurait eu erreur sur la personne. Hélène Frando. Est-il vraiment Ivan le Terrible, cet homme qui clame son innocence en plein tribunal, John Demjanjuk, condamné à la mort par pendaison pour crime contre l'humanité? Cet Ukrainien, naturalisé américain, est accusé d'être le bourreau de Treblinka, un camp polonais où périrent 800 000 juifs. Le témoignage des survivants est accablant, pourtant à l'époque déjà, l'avocat de John Demjanjuk est convaincu de l'innocence de son client. Il tentera de prouver que John était prisonnier au moment des faits, en vain. Il faudra attendre presque 2 ans, l'heure de la glasnost, pour découvrir de nouvelles archives troublantes. Elles révéleraient, témoignage à l'appui, l'identité du vrai Ivan le Terrible. Son nom, Ivan Marchenko, disparu aujourd'hui. John Demjanjuk, lui, aurait bien combattu aux côtés des nazis, mais il ne serait pas Ivan le Terrible. Et selon son avocat, le département d'État américain le savait dès 1978, il aurait délibérément ignoré les preuves. Alors, coup monté, erreur judiciaire, la justice israélienne s'apprête à revoir le procès.
Boris Yeltsin veut décidément asseoir son pouvoir. Le président russe était aujourd'hui en Italie et il a été reçu par Jean-Paul II pendant près d'1 heure. Une bénédiction papale importante au moment où le président russe conforte chaque jour un peu plus sa position. Après l'annexion du Kremlin hier, il a pris aujourd'hui le contrôle des services secrets soviétiques. Une boulimie du pouvoir qui n'est sûrement pas étrangère à la réunion d'Alma-Ata demain. Boris Yeltsin veut y arriver en homme fort. C'est là que se créera la nouvelle entité qui remplacera l'URSS. Pascal Verdeau. Le poids lourd de la nouvelle communauté qui sera consacrée demain à Alma-Ata, c'est lui, Boris Yeltsin, président de la Russie. Après avoir dépouillé Mikhail Gorbatchev de l'essentiel de ses pouvoirs, il incarne à nouveau le géant russe, 140 millions d'habitants, 70% des ressources du pays. Il se pose comme l'héritier de l'ex-Union soviétique et revendique le bouton nucléaire et le siège de l'ancien super-grand URSS au Conseil de sécurité. Depuis sa harangue aux forces armées sur la tourelle d'un char au mois d'août, il commande, ordonne, s'inscrit dans la tradition impériale. Mais sa volonté de puissance inquiète. À Alma-Ata, Yeltsin devra faire preuve de diplomatie pour rassurer ses partenaires. Leonid Kravchuk, l'Ukrainien, il est d'accord pour détruire avec l'aide occidentale ses armes nucléaires, mais à part cela, il n'est a priori d'accord sur rien avec Yeltsin. Kiev veut créer sa monnaie nationale, Moscou n'en veut pas. Les deux républiques veulent coordonner leur politique économique. Pour Yeltsin, le marché sera une thérapie de choc. Kiev vit encore à l'heure de l'économie planifiée. Troisième larron, le plus modéré, le plus rusé peut-être, le Kazakh Nazarbayev. Il conteste à Yeltsin sa suprématie sur le nucléaire. En fait, il veut faire monter les enchères pour aboutir à un bon compromis. Indispensable, car Nazarbayev est assis sur un tonneau de poudre. Sa république comporte plus de russophones que de kazakhs. Demain donc à Alma-Ata, jusqu'où ira la coopération entre partenaires inégaux, la Russie d'une part et tous les autres. Boris Yeltsin, omniprésent dans l'ancienne URSS, omniprésent aussi sur la scène internationale. Il a demandé aujourd'hui l'adhésion de la Russie à l'OTAN. Les adversaires d'hier discutaient en effet aujourd'hui autour de la même table. Les pays de l'Alliance Atlantique et ceux de l'ancien pacte de Varsovie se sont réunis à Bruxelles pour envisager la sécurité de l'Atlantique à l'Oural. Pour la 3 sur place, François Poulet-Matisse. Bruxelles ce matin, au siège de l'OTAN, l'image historique. Les deux blocs réconciliés, discutant ensemble de leur sécurité désormais commune. Le Conseil nord-atlantique est né. Parmi les participants, l'Union soviétique, mais pas pour longtemps. 2 heures après le début de la réunion, sur instruction de Moscou, l'ambassadeur du RSS retire sa signature, officialisant ainsi la disparition de l'Union au profit des nouvelles républiques. Au même moment, télégramme de Boris Yeltsin aux 25 participants, la Russie a vocation, écrit-il, à rejoindre l'OTAN. Le secrétaire général Manfred Werner a du mal à suivre le rythme, l'histoire au pas de charge, ce que les alliés n'apprécient pas tous. Yeltsin doit se prouver peut-être à lui-même ce qu'il est capable de faire. Maintenant, de fait, la phrase de De Gaulle, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, devient réalité. En tout cas, selon nous, dans la situation actuelle de sécurité en Europe, l'Alliance Atlantique joue un rôle primordial. Les choses sont dites, une nouvelle alliance s'est esquissée aujourd'hui. Les pays d'Europe centrale et orientale sont bien décidés à y mettre leur empreinte. L'avenir de nos agriculteurs se joue peut-être aujourd'hui à Genève, pas à un niveau national, mais à un niveau mondial. Lors des négociations du GATT, les Américains et les Européens se livrent en effet une véritable guerre commerciale à coups de subventions. Si les Américains l'emportent, des centaines d'exploitations disparaîtront en Europe. Claude Guénaud. 50 francs le quintal, c'est à ce prix que l'Europe a vendu à la Chine 1,5 million de tonnes de blé en septembre. 50 francs le quintal, alors qu'en amont, le céréalier français a vendu ce même quintal de blé plus de 100 francs à sa coopérative. La différence est versée par le budget communautaire, c'est la subvention à l'exportation que les Américains dénoncent. Pourtant, quelques semaines auparavant, les États-Unis se sont livrés à la même opération sur la Chine avec des subventions de 30 francs par quintal. Le problème de l'agriculture, c'est qu'on stocke difficilement les produits et que dès qu'il y a une surproduction mondiale, les prix s'effondrent à des niveaux ridicules. Dans cette guerre aux subventions pour écouler leurs excédents et soutenir leur agriculture, les principaux pays producteurs dépensent ensemble 1800 milliards de francs par an. C'est à cette escalade ruineuse que les États-Unis veulent mettre fin. Les producteurs de blé américains, eux aussi, défendent leurs intérêts, ne peuvent pas supporter cela.
Ils ne peuvent pas supporter une situation où, il y a 20 ans, ils exportaient leur blé en Europe, et aujourd'hui, non seulement ils n'exportent plus leur blé en Europe, mais ils ne l'exportent plus non plus ailleurs, parce que nous avons pris leur place sur d'autres marchés. D'où la fermeté des Américains à Genève, où l'on négocie de nouvelles règles pour faciliter le commerce mondial. Ils exigent que l'Europe baisse ses exportations de blé de moitié, diminue ses subventions de 35% et ses aides à l'exportation de 95%. Un harakiri que la France, principale puissance agricole européenne, refuse. Et on apprend à l'instant, les discussions de Genève auraient échoué selon Bruxelles. Les deux parties, c'est-à-dire les États-Unis et la CEE, n'ont pas trouvé de compromis. L'Europe toujours avec Jacques Delors. Jacques Delors qui ne cesse de répéter qu'il restera à Bruxelles jusqu'à la fin de son mandat, en décembre 92 et peut-être au-delà. Pourtant, beaucoup le voient revenir sur la scène nationale et pourquoi pas à Matignon dans les mois à venir. C'est peut-être la raison pour laquelle il évite de venir souvent en France. Il était en tout cas hier à Toulouse, invité de Lionel Jospin et chacun guettait ses petites phrases. Arlette Chabot, Marie-Hélène Roqueton. Dans le jeu complexe des hypothèses et des rumeurs, des alliances possibles et probables, des ambitions réelles ou prêtées, y aurait-il au PS un axe Delors-Jospin? Question sans réponse, de même inutile d'évoquer Matignon devant Jacques Delors, il ne connaît que Bruxelles. Il y a des gens qui sont en réserve de la République, mais ceux-là, ils sont en France. Donc vous n'êtes pas en réserve de la République? Non, non, moi je ne suis pas en train de trottiner au bord du terrain, je suis sur un autre terrain en train de jouer. C'est pas pareil. Ça, c'est des histoires parisiennes sans intérêt. Jacques Delors n'est pas encore de retour sur la scène nationale. Il ne veut parler que de l'Europe, comme hier soir à Toulouse, où sous couvert d'un colloque, il venait soutenir Lionel Jospin, candidat au régional. Un Lionel Jospin qui, en échange, n'a pas ménagé ses compliments. Il sait que j'ai toujours aimé chez lui particulièrement ce mélange de convictions personnelles profondes, cette volonté de garder un enracinement militant, cette simplicité de l'homme. Mais il reste insensible aux hommages et aux applaudissements. Moi, je suis comme le mouvement des femmes avant mai 68. Je veux pouvoir disposer de moi-même. Alors, de grâce, qu'on me laisse décider moi-même ce que je crois lorsqu'on me demande, mais je ne demande rien. Si on me demande de faire quelque chose, je vois, je dis oui ou non selon que je crois que c'est utile. Mais de grâce, que j'ai ma part de liberté. Message valable pour tous, y compris François Mitterrand. Jacques Delors avait d'ailleurs refusé d'aller à Matignon en 1983. Mais, disent certains, il est difficile de dire 2 fois non au président de la République. MSF a bien grandi. Médecins sans frontières fête aujourd'hui ses 20 ans et la réussite est indiscutable. 20 ans pendant lesquels les French Doctors sont passés d'une poignée de copains déterminés à l'une des plus importantes ONG du monde. Aujourd'hui, MSF a dû évoluer pour faire face à son succès. Des centaines de volontaires aimeraient les aider, mais pour être efficace, il faut les sélectionner et les former. Reportage Nathalie Darrigrand, Philippe Guinet. Ils sont étudiants en sciences politiques, retraités, infirmières ou chômeurs. Tous volontaires au départ, l'aventure humanitaire fait rêver. Alors 2 fois par mois, ils se pressent dans le hall de Médecins sans frontières pour déposer leur curriculum vitae. Aujourd'hui, ils sont plus d'une centaine à assister à la réunion d'information. Nos besoins sont importants, puisque en 1991, ce sont 1300 personnes qui partiront sur nos programmes. Donc on a en permanence besoin de voir beaucoup de gens pour trouver ceux qui seront adaptés en fonction des besoins et des programmes que l'on mettra en place. Dans la salle cet après-midi, une majorité de non-médicaux. Spontanément, certains abandonnent, ils n'ont pas le profil. Il faut en général être jeune, célibataire et avoir déjà une expérience professionnelle confirmée, comme Geneviève, 30 ans, infirmière, ici en entretien de recrutement. Pourquoi choisir de partir dans les pays en voie de développement? Si j'ai envie de m'investir dans quelque chose, de me mobiliser, enfin m'engager, c'est dans l'aide au tiers-monde. Son profil est bon parce que je crois que c'est quelqu'un qui est très très motivé pour partir. Elle a déjà voyagé, donc elle a une connaissance du terrain. Pour nous, c'est important. C'est clair, la bonne volonté du bénévole ne suffit plus pour partir. Les candidats sélectionnés iront ensuite en stage de formation, comme celui-ci. En France, la formation, elle est strictement médicale, tandis que notre formation est beaucoup plus large, c'est-à-dire c'est comprendre l'environnement, politique, économique, logistique et tous les problèmes qui accompagnent.
En 20 ans, MSF a fait partir plus de 10 000 volontaires. Aujourd'hui, l'organisation compte 400 personnes sur le terrain. Pour la moitié d'entre elles, c'est leur première mission. Un avion s'est écrasé cet après-midi en Seine-et-Marne. Ces 2 occupants sont morts sur le coup. Le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd. Le Cessna 152 est en effet tombé à quelques mètres de l'autoroute. Jean-François Parmentier, Thierry Bardet. L'avion qui avait décollé de l'aérodrome de Lognes en Seine-et-Marne a été pris dans une tempête de neige. Un grain imprévisible selon les experts qui pensent que le givre est à l'origine de cet accident survenu vers 13h30. Le Cessna, alourdi par la glace, aurait décroché et piqué sur l'autoroute. Le pilote et la passagère sont morts sur le coup. La gendarmerie des transports aériens de Roissy est chargée de l'enquête. L'identité des victimes n'a pas été révélée pour le moment. Si vous partez en vacances, attention sur la route, on attend en effet 5 millions d'automobilistes et en plus la neige est au rendez-vous, vous l'avez vu. La neige qui tombe depuis 2 jours sur les stations de ski et même pour celles qui ne participent pas au JO, toutes les infrastructures sont prêtes à vous accueillir. C'est le cas dans les Vosges. Reportage de Claire Combe et Yves Pelletier. On n'attendait plus qu'elle, elle est arrivée. Il neige à gros flocons depuis ce matin 6 heures sur l'ensemble du massif vosgien. Un véritable don du ciel pour les stations de ski à la veille des vacances de Noël. Déjà 40 cm à midi au bas des pistes de la Bresse. La neige est arrivée, tout est là à point nommé, quoi. Je crois que c'est vraiment sensationnel cette année. C'est de la vraie cette fois. Et c'est de la vraie. On a fait l'effort de faire de l'artificiel depuis 15 jours, 3 semaines. Je crois que le ciel nous a entendus et il nous a récompensés. Bon, on a une prise de bâton, la hauteur se prend juste à la pointe des seins. Enfin, ça dépend où se situent les seins, mais là, c'est à peu près correct. Allez-y. À la Bresse, tout est prêt. On attend dès demain près de 15 000 skieurs. Toutes les pistes sont ouvertes, toutes les remontées en marche. Dernier préparatif aussi dans les hôtels et restaurants de la station. Les touristes, on les attend avec impatience ou on les appréhende? Oh non, on les attend, on est prêts. L'accueil ici? Super, moi je les connais depuis des années. Super. La Bresse a une capacité d'accueil de 7 000 lits, 4 000 seront occupés dès demain. Une bonne semaine pour les fêtes de Noël, période traditionnellement passée en famille et peu prisée par les touristes. Touristes qui viennent pour la plupart d'Alsace et de toute la Lorraine, on attend le gros de la troupe pour demain midi. Pour terminer ce journal, un très beau livre, un livre idéal pour les fêtes de Noël. Son titre, Le Voyage en Terre Sainte. Son auteur est avec nous, Jean-Claude Simoen, bonsoir. On parle souvent du Proche-Orient dans nos journaux, mais malheureusement, souvent pour des événements dramatiques. On pense à la guerre du Liban, on pense à l'Intifada. Et dans ce livre, vous nous faites découvrir une Terre Sainte superbe, magnifique et totalement nouvelle. Et presque idyllique, parce que c'est la Terre Sainte des voyageurs qui sont allés dans toute cette contrée du Moyen-Orient tout au long du 19e siècle. C'est-à-dire à la fois les romanciers tels que Théophile Gautier, tels que Gustave Flaubert, tels que Chateaubriand, tels que Lamartine, mais aussi des grandes anglaises comme Lady Esther Stanhope, surtout des peintres formidables. Vous voyez, on en voit ici quelques exemples, comme David Roberts, comme Luigi Meyer, comme Édouard Lear. Des orientalistes également qui ne sont pas allés chercher un fantasme un petit peu superficiel et facile. Bref, des gens qui sont habités par l'émotion. Est-ce que vous avez été aussi surpris que nous en découvrant le livre, vous en découvrant ces documents sur cette Terre Sainte superbe? Forcément, parce que c'est la part de rêve, c'est le miroir qu'ils nous tendent est une part de rêve. Mais ce qui est formidable, c'est qu'on n'a plus conscience en 1992 bientôt la façon dont se réalisaient les voyages. C'est-à-dire que ces romanciers et ces peintres prenaient le temps à la fois d'abord de voyager, certes, mais surtout de contempler et de réfléchir. Et le résultat est un résultat évidemment qui ne peut être que satisfaisant. Vous êtes même un peu dur maintenant avec la manière dont on voyage aujourd'hui. Ben, je suis dur forcément parce qu'on voyage de façon extrêmement arbitraire, extrêmement rapide, très stéréotypée. On part 8 jours, on part 10 jours, on part 15 jours. Or ces gens partaient quand même au minimum 6 mois. La majorité d'entre eux facilement 12 ans, c'est le cas de Flaubert par exemple et de son ami Maxime Ducamp. Le plus rapide d'entre eux, c'est Chateaubriand. Mais moi ce que j'aime chez tous ces peintres voyageurs et chez tous ces romanciers pérégrinateurs, tout au long du 19e siècle, c'est le regard qu'ils nous tendent. Et ça c'est l'émotion. L'émotion parce que c'est la passion, mais il faut dire aussi que le Moyen-Orient est riche en diversité. Vous savez, il n'y a pas de commune mesure entre Baalbek, entre Palmyre, entre Pétra et entre Jérusalem. Écoutez Jean-Claude Simoen, je vous remercie et on revoit votre livre, on va le revoir, Le Voyage en Terre Sainte, voilà, vous le voyez beaucoup mieux, de Jean-Claude Simoen, c'est aux éditions Jean-Claude Lattès. Pour terminer ce journal, les pronostics de Monsieur Courtine, je les découvre avec vous, il vous conseille de jouer demain pour le tierce écarté, le 4, le 6, le 11, le 13, le 12,
le 2, le 14 et le 16. Et vous le voyez, le 4 est son joker. Fin de cette édition, le prochain rendez-vous avec la rédaction, c'est à 22h45, soir 3 présenté par Marc Hautement. Dans quelques secondes, la météo complète de Michel Touret avec beaucoup de neige, notamment en montagne. Dans une semaine, 19h. Bonsoir.